Ou un autre exemple, dans tout ce qui est liberté publique, liberté individuelle, si vous êtes un blogueur et que ce qui est permis aujourd'hui ne l'est plus demain et que vous vous retrouvez dans une prison, dans un tribunal et ensuite en prison, ça va limiter, je dirais, les initiatives dans ce domaine. Et donc, tout cela fait que il fallait... Alors, vous voyez que, franchement, si vous n'avez pas lu ce rapport, lisez au moins la partie diagnostic, parce que ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'avoir un diagnostic le plus franc possible de la situation. Ça a été demandé par Sa Majesté, et donc, on ne s'en est pas privé. Beaucoup de défaillances ont été remontées. S'il te plaît. Voilà. Alors, donc une fois qu'on a dit ça, donc voilà les attentes, voilà la perception, voilà les attentes, voilà les nœuds qui expliquent, je dirais, ces défaillances. Ben, construisons un nouveau modèle. Alors c'est quoi un modèle de développement? Un modèle de développement, c'est pas une stratégie. Un modèle de développement, c'est beaucoup plus global, et donc il y a plusieurs composants dans ce modèle. Il y a le référentiel de développement dont je vais parler, il y a la vision, les stratégies, les axes, etc., etc. Mais d'abord, première des choses, nous avons dit, c'est un référentiel de développement qui va puiser dans l'histoire millénaire du Maroc. Et donc, on ne peut pas importer un nouveau modèle. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, on a dit, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, était important, on a changé de paradigme. C'est-à-dire que la raison d'être de ce modèle, c'est de placer le citoyen au centre du développement. Alors qu'avant, franchement, peut-être qu'en France, sûrement, pas peut-être qu'en France, la France va concentrer ou va développer ses stratégies à partir, je dirais, en partant du citoyen. Nous, ce n'était pas le cas. Et donc aujourd'hui, on dit, ça ne veut pas dire que c'est le cas aujourd'hui encore, mais il faut travailler pour que ça devienne vraiment, je dirais, le cas. Mais au moins, le nouveau modèle a dit, c'est le citoyen qui doit être au centre du modèle. Donc qu'est-ce qu'on fait pour le citoyen? Pour en faire un citoyen qui prospère, un citoyen qui est éduqué, un citoyen qui est capacité, un citoyen qui est ouvert vers le monde, etc., etc. Troisième des choses, c'est une approche qui est absolument multidimensionnelle. Quand je vais arriver aux axes, quand je vais parler de l'économie et je vais parler du capital humain, si vous n'avez pas de capital humain, vous ne pouvez pas faire d'économie. Mais si vous n'avez pas d'économie, vous ne pouvez pas investir sur le capital humain. Donc ça, et vous voyez que c'est les 4 axes, parce qu'il y a 2 autres axes qui sont l'axe de territoire et d'inclusivité, la réflexion à la main. Le 4e point, c'est que le MMD est je dirais, consacre le choix d'ouverture du Maroc sur le monde. Et vous savez qu'à l'intérieur du pays, c'est un pays où il y a beaucoup de sensibilités. Certaines sensibilités préfèrent regarder peut-être vers l'Est, d'accord? D'autres préfèrent regarder vers le Sud. Nous, ce qu'on a dit dans ce modèle, en écoutant les Marocains, c'est que ce choix d'ouverture qui est je dirais, dimensionnel, qui est reconnu même par je dirais, la Constitution, les différentes origines, je dirais, des Marocains, eh bien, il faut le consacrer. Ça peut expliquer, si vous voulez, l'accord avec Israël n'est pas étonnant dans le cadre de ce nouveau modèle. Et dernier point, c'est qu'on s'est dit maintenant, le nouveau modèle, c'est aussi une nouvelle gouvernance. Parce que vous savez, la stratégie ou la vision, à la limite, nous on l'a fait en co-construisant avec les Marocains, mais on aurait pu payer un grand cabinet de stratégie qui serait venu, comme on fait parfois dans certaines politiques publiques. Mais comment on déploie? Quelle est la façon je dirais, d'implémenter? C'est ça le plus difficile, d'accord, dans le domaine public, d'ailleurs même dans le privé. Hein. Moi j'ai fait beaucoup de privé avant. J'ai travaillé pendant plus de 11 ans chez Microsoft, et à la limite la stratégie c'est bien, mais après comment on déploie sur je dirais, dans les différents pays. Et donc on a dit il faut de nouveaux principes d'action. Premier principe, on ne fait pas de politique publique si on ne juge pas d'abord ou si on ne regarde pas quel va être l'impact sur le citoyen. C'est-à-dire un ministre qui vient au Parlement et dit « moi j'ai construit 100 écoles », on lui dit « c'est pas ça la bonne question ou la bonne réponse ou je dirais le bon indicateur ». C'est indépendamment de ce que vous avez fait, aujourd'hui comment on se place dans le classement PISA, Teams ou autre, ou Pearls. C'est-à-dire quel est l'impact de vos politiques sur le citoyen.
Même chose au niveau de la santé, même chose au niveau de l'économie, etc. Deuxième principe, c'est que l'État ne peut pas tout faire. Et donc, il faut aller vers cette approche partenariale. Et d'une manière systématique. Tout ce que les partenaires peuvent faire, donc des associations, du partenariat public-privé, de l'entreprise, etc., il faut que l'État le fasse faire. Et donc, pour qu'elle le fasse faire, c'est le troisième principe, c'est la capacitation. C'est-à-dire, si jamais je veux, par exemple, développer du culturel, d'activités culturelles au niveau du territoire, j'ai un théâtre que j'ai construit, je ne sais pas combien, qui est fermé. Ben, ce théâtre, je peux le donner en gestion, en animation, à une association. Et donc, cette association, je passe une sorte de contrat avec elle, d'accord? Et c'est elle qui anime. Et donc ça, mais peut-être que j'ai besoin de la capacité, j'ai besoin de former ces gens sur différents points, et donc ce que je vais faire pour qu'il y ait le temps de formation. L'autre point qui est absolument important, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire, c'est quoi la subsidiarité? C'est que ce qui doit être fait localement doit être fait au niveau de la commune. Ensuite, si ça ne peut pas être fait au niveau de la commune, on monte au niveau du département, chez vous, au niveau de la province. Ensuite, on monte au niveau de la région. Et ensuite, on monte au niveau national. Mais ça ne doit pas être l'inverse. C'est-à-dire, c'est Parabat qui doit vraiment s'occuper de tout et tout gérer. Et dernier point, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité écologique. On ne peut plus se permettre de faire une très très belle stratégie de développement agricole Maroc vert sans prendre en compte le problème de l'eau, par exemple. Et cette idée de soutenabilité écologique doit se retrouver partout. Je peux vous demander, cher ami, de... Oui. Merci. Donc, c'est quoi le nouveau modèle? Alors, le nouveau modèle, d'abord, on a défini une ambition qu'on a appelée l'ambition 2035. Et cette ambition, c'est un Maroc prospère. Donc, ça veut dire qu'on crée de la richesse. Et en fait, on dit le PIB doit doubler à horizon 2035. Donc, c'est à peu près 6% de croissance, c'est 200 000 emplois par an. On dit aussi, c'est un Maroc des compétences. C'est quoi un Maroc des compétences? C'est là où on définit tout ce qui est développement du capital humain, donc le classement Teams, PISA, on définit des indicateurs. C'est un Maroc qui est un Maroc inclusif, et ça c'est absolument important. Si les Marocains, tous les Marocains, ne sentent pas que ce nouveau modèle est fait pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est laissé de côté, ben on ne réussira pas. Parce que c'est encore ça dont je vous parlais tout à l'heure, comment on peut construire, je dirais, un roman national, et un projet où on irait ensemble chercher de la prospérité, de l'inclusivité, je dirais, du développement durable et autres. La quatrième ambition, c'est un Maroc durable. Donc là, c'est l'eau, les ressources. Et Dieu sait que nous avons un gros problème d'eau en ce moment. D'accord ? Le CESE avait tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois. On y est. D'accord ? Et donc, on a... alors, on dirait l'Italie qui n'est pas trop loin, Pau, ils n'ont même plus d'eau, c'est vrai. Mais nous, on est vraiment dans une situation extrêmement difficile. Et un Maroc de l'audace, je vous expliquerai le Maroc de l'audace. La slide suivante, c'est sur le Maroc de l'audace. C'est quels sont les grands paris régionaux qu'on fait. Et ça, on s'adresse, je dirais, au reste du monde. En disant, le nouveau modèle fait des choses en interne, mais on a aussi des paris qu'on veut tenir pour nous positionner, je dirais, à l'international. Alors, tout ce qu'on a fait ici, vous voyez juste une slide parce que je n'ai pas trop le temps d'en parler, mais pour chaque ambition, nous avons défini des indicateurs, et dans ces indicateurs-là, on veut être dans le premier tiers, d'accord, au niveau mondial, des classements. Par exemple, quand on parle du Maroc inclusif, c'est là où on va trouver la protection sociale, qui a été lancée par Sa Majesté. C'est là où on va trouver la culture, l'inclusivité par la culture, par le sport, d'accord. Un des indicateurs, on va aller, l'indice de Gini, et on va voir comment on peut être moins inégalitaire. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc ça c'est l'ambition, le nouveau modèle se déploie dans d'autres dimensions. La première, c'est le référentiel, j'en ai parlé tout à l'heure, donc les principes d'action. Une autre dimension qui est extrêmement importante, c'est la complémentarité entre un État fort et démocratique et une société forte et plurielle. Et donc c'est là où on dit, c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, le citoyen au centre, mais ce modèle ne dépend pas, c'est pas un modèle étatique, il ne dépend pas que de l'État. Et donc on a parlé d'un troisième acteur, ce qu'on appelle le tiers secteur.
Donc, le secteur public, le secteur privé et un tiers secteur, qui sont les associations, qui n'est les privés, donc les associations, les coopératives, qui peuvent jouer un rôle, ou d'autres formes, je dirais, de partenaires, qui peuvent jouer un rôle dans le développement du monde. Et maintenant, quels sont les choix? Donc c'est là où on va retrouver, je dirais, la stratégie. Il y a 4 piliers. Le premier, on a dit, une économie qui produit de la richesse, qui est diversifiée et qui crée de l'emploi. Et je vais faire un petit zoom sur ça. La deuxième, c'est le capital humain qui est renforcé, un capital humain qui a les valeurs qu'il faut, qui est préparé pour l'avenir. La troisième dimension, c'est les opportunités d'inclusion pour tous. D'accord? Et donc, comment on renforce le lien social. Et le dernier, c'est les territoires. Donc, ce qu'on a dit, c'est que, finalement, il faut vraiment avoir une vision du développement qui est drivée, qui est conduite à travers les territoires. Et donc, on parle de territoire durable, de territoire résilient. Et surtout, on a, par exemple, défini, pour les Marocains du monde qui sont liés avec un territoire, on a défini un nouveau échelon, c'est l'échelon du cercle. C'est-à-dire, vous savez, le Maroc, il y a beaucoup de douars, donc de gens qui vivent parfois dans des conditions difficiles. Il y a les villes moyennes, il y a les grandes villes, et puis, est-ce que je peux me permettre d'amener les services publics à tout douar au Maroc? La réponse est non. Donc comment on fait? Justement, on réhabilite le cercle. Le cercle administratif existait, mais on la réhabilite du point de vue stratégique. C'est-à-dire, si je prends par exemple Khmisset, je me dis Khmisset, c'est le cercle, c'est le chef-lieu de cette région-là, et donc je vais faire en sorte que tous les services publics, d'accord, soient de niveau suffisant, acceptable, bon, au niveau de Khmisset, et je vais faire converger les autres, je dirais, les autres concentrations d'habitants, douar ou autres, vers Khmisset. Donc voilà cette idée de cercle. Alors, quels sont les paris? 5 paris, très rapidement. D'abord, on pense que le Maroc peut devenir une référence régionale pour l'enseignement et la recherche. Il y a du travail, on a des universités vraiment de qualité, d'autres moins, mais si on travaille, on peut y arriver. Deuxième des paris, c'est la société numérique. Donc, là encore, beaucoup de jeunes avec beaucoup de talent, beaucoup d'entreprises qui se sont installées au Maroc pour faire de l'offshoring, donc ça veut dire qu'il peut y avoir de la dissémination de savoir-faire, d'accord? Et donc, il faut aller plus loin, parce que quand on parle de société numérique, on ne parle pas juste du numérique en tant qu'activité. On parle du numérique qui irrigue vraiment toutes les activités, ou je dirais toute notre façon de faire, notre façon de communiquer, notre façon d'être, la façon dont on communique, la façon dont on achète, la façon dont on apprend, etc. Et donc, on veut devenir une société numérique. Le meilleur exemple ici que vous avez en Europe, c'est l'Estonie. Voilà un pays assez petit, donc, qui a décidé d'aller tout digital, et donc c'est un peu ça l'idée. La troisième pari, c'est le champion de l'énergie compétitive et verte. Et en fait, c'est juste, je vais vous surprendre peut-être, mais si on prend la capacité énergétique du Maroc en tonnes équivalent pétrole, nous avons la même capacité que le Nigeria ou le Venezuela. Sauf que nous, on peut l'amener de l'éolien et du solaire. Donc du vent et du soleil. Et donc imaginez qu'on arrive à vraiment développer ce potentiel, comment on change la donne géostratégique avec l'Europe. On ne va plus parler de migration seulement, on va commencer ou de terrorisme, ou de je ne sais quoi encore, d'accord? On va peut-être parler d'énergie, et on sait très bien, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, quelle est cette problématique, comment on peut vraiment repositionner le Maroc dans ce pourtour méditerranéen et Euromed. Quatrième pari, c'est le pôle financier régional, donc Casablanca en tant que bourse régionale. Et en fait, une des façons de faire, c'est de commencer à réfléchir à une bourse de matières premières, en commençant par le phosphate, mais aussi une bourse d'actions, en amenant les grandes entreprises, les grandes établissements publics, on peut en coter une partie, par exemple l'OCP. Mais ça, par exemple, ça ne peut marcher, et on l'a dit de manière très claire, que si vous avez une régulation extrêmement forte. Pourquoi? Parce qu'on a tué la bourse au Maroc il y a quelques années, parce que les initiés ont gagné beaucoup d'argent, et ceux qui ne l'étaient pas ont perdu beaucoup d'argent.
Et donc, aujourd'hui, si vous voulez développer vraiment une vraie activité dessus, autour de la bourse, il faut que ce soit absolument transparent et que les gens aient confiance pour repartir investir dans la bourse. Et le dernier point, c'est le Made in Maroc. En fait, c'est l'industrie. Comment on peut, surtout à partir d'énergie décarbonée, créer plus de produits industriels pour concurrencer différents pays et aller vers d'autres marchés. Bien sûr, vers le marché européen, c'est important qu'on y reste, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partir plus vers les États-Unis, plus vers l'Afrique, plus vers l'Asie et autres. Merci. Alors, l'économie, très rapidement, on va y aller. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que aujourd'hui, la croissance économique, elle est bon an, mal an, 3,5%. Avec Covid et ce qui va se passer cette année, ça va être encore plus bas que ça. L'idée, c'est d'arriver à plus de 6%, à 6%, et donc de doubler le PIB en l'espace de 15 ans. C'est à peu près 200 000 emplois de créer. Il faut avancer, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas le voir, mais je vais laisser cette presse. Je vais la laisser à l'association. Parce que ce qu'on a fait ici, vraiment c'est un travail qui me semble assez intéressant. Nous avons essayé de voir quels étaient les... Parce que dire, je suis à 3,5, je veux passer à 6, c'est bien de le dire, mais est-ce qu'on peut le faire? Et la réponse, suite à tous les travaux que nous avons effectués, c'est que la réponse est oui, on peut le faire. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, quand on dit est-ce qu'on peut passer à 6, est-ce qu'on peut passer à 6 pendant 15 ans? C'est ça ce qui est difficile. Parce que passer à 6, on a fait 7 parfois. Moi, j'étais au gouvernement entre 2007 et 2011. Je me souviens une année, on était à 7,2%. Mais est-ce qu'on a pu faire 7,2% tous les ans? La réponse est non. Et donc, seuls quelques pays arrivent à avoir cette croissance de 5-6% par an. Les Turcs l'ont fait, les Malaisiens l'ont fait. Et donc, nous aussi, on peut le faire. Et donc là, c'est le potentiel d'avancée. Ça, c'est les différentes poches de prospérité que nous avons trouvées. C'est-à-dire, nous avons ce qu'on a appelé des opportunités. Donc ça veut dire pour vous, Marocains du monde, ceux qui cherchent à investir, voilà à mon avis certains secteurs où il y a du potentiel pour investir. Donc tout ce qui est capital naturel. Le capital naturel, c'est là où on va retrouver bien sûr les phosphates, mais on va retrouver les mines. C'est là où on va retrouver ce qu'on a appelé l'économie bleue. Donc tout ce qui est autour de la pêche, de l'aquaculture, ça c'est un beau projet, ceux qui veulent investir dans l'aquaculture. C'est là où on va trouver tout ce qui est capital agricole et forestier. Il y a énormément de choses à faire dans le forestier au Maroc. D'accord, autour des huiles essentielles, autour de ce qu'on appelle les PAM, les plantes aromatiques et médicinales. Donc ça c'est vraiment important. L'autre, je dirais... Notre ensemble d'opportunités, c'est ce qu'on a appelé, nous, le capital immatériel. Donc là, on est plus dans le numérique, dans l'offshoring, peut-être dans la formation, dans le service. C'est là où on va être dans ce qu'on a appelé les industries culturelles et créatrices. Vous savez, dans les industries culturelles et créatrices, c'est intéressant. Le Nigeria arrive à employer 1 million de personnes dans le cinéma. D'accord. Nous, on a construit de très très beaux studio du côté de Ouarzazate, mais on n'a pas fait grand-chose. C'est cette différence, ce que je disais toujours, entre le hardware et le software. Moi qui viens d'un monde de l'informatique. D'accord ? On sait construire du béton, mais on ne sait pas construire de l'intelligence. Enfin, on ne sait pas assez construire de l'intelligence. Donc l'idée, c'est de passer de ce béton ou de ce hardware à du software. Et le software, c'est quoi? Ben, c'est la formation, c'est l'animation, c'est la recherche et développement, c'est l'innovation, etc., etc. C'est le culturel. Donc c'est ça un peu l'idée aussi de ce shift au niveau de ce modèle. Le troisième ensemble d'opportunités sont basées sur le positionnement géostratégique du Maroc. Et donc c'est là où on va trouver par exemple la voiture électrique demain, c'est là où on va trouver l'automobile aujourd'hui, etc., le biomédical. Voilà, c'est un domaine aussi intéressant pour les gens qui ont des contacts avec tout ce qui est biomédical. Enfin, c'est le marché intérieur, et là aussi, nous avons développé beaucoup de choses, mais pas suffisamment.
Et donc là, si vous allez où vous voulez, il y a des opportunités, que ce soit dans le transport, que ce soit dans le logistique, que ce soit dans les matériaux de construction, etc. etc. Donc je laisserai cette présentation, je pourrais l'envoyer pour ceux qui veulent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à capturer tout cela? Il faut ce qu'on a appelé, nous, une véritable révolution entrepreneuriale. Parce qu'avec les entrepreneurs d'aujourd'hui ou d'hier, on n'arrivera pas à faire cette transformation structurelle de l'économie. Et donc, on dit, il faut qu'il y ait de cette révolution entrepreneuriale sur 4 dimensions. Un, ce qu'on appelait la modernisation du tissu. Plus de 64% des entreprises marocaines sont des TPE de moins de 10%, de moins de 10 employés. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour consolider ce tissu. Quand on regarde la diversification, ça on parle de qu'est-ce qu'on produit. Est-ce qu'on est assez diversifié dans les noms de ce qu'on produit? Il y a un indicateur assez intéressant. Sur 5000 nomenclatures qui sont suivies au niveau mondial, d'accord, le Maroc en produit 1350 sur 5000, la Turquie 3000, la Malaisie 3000, etc. Et donc, il y a encore du travail à faire pour diversifier nos productions. La montée en gamme, ça c'est là où on regarde ce qu'on appelle le contenu technologique de ce qu'on fait. C'est-à-dire, il vaut mieux faire une boîte à vitesse qu'un pare-choc, par exemple. Donc sur ça, les indicateurs, c'est on regarde par exemple le nombre de brevets que déposent les entreprises marocaines. Par an, les entreprises marocaines déposent à peu près 50 brevets par an, les Turcs 5000. D'accord? Quand on regarde ce qu'on appelle l'indice de complexité technologique qui est fait par l'université Harvard, on est 92e sur 127. Quand on regarde le taux d'encadrement, parce que le taux d'encadrement est important, et ça aussi c'est une autre opportunité pour les gens qui, eux, ne veulent pas faire des investissements mais veulent revenir au Maroc, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'opportunités. Quand on regarde le taux d'encadrement au Maroc, c'est 8%. Dans les pays en voie de développement, c'est 20%, dans les pays développés, c'est 50%. Et vous voyez, c'est lié, parce que vous avez besoin de plus de taux d'encadrement pour faire des choses plus compliquées. Et inversement, l'inverse est vrai. On peut avancer, s'il vous plaît. Et donc, après, je ne vais pas rentrer franchement dans ça, mais je voudrais bien que, juste, ce qu'on a dit, on est allé voir quels étaient les différents obstacles qui se posaient pour déclencher cette révolution entrepreneuriale. Et donc, on les a listés, et après on a dit quelles sont les actions, les mesures à mettre en place pour justement libérer l'énergie. Par exemple, si je prends les barrières réglementaires administratives, tout le monde va vous dire c'est trop casse-tête, c'est un parcours des combattants, il y a trop de demandes de tracasseries administratives, je ne peux pas faire. Et donc nous, ce qu'on dit, on dit c'est très simple, il faut un choc de simplification, et donc il faut enlever 80% des autorisations et les remplacer par des cahiers de charges, si vous voulez, des cahiers de charges. Et donc le contrôle se ferait a posteriori. On dit par exemple dans ce volet-là, il faut que dans 3 ans, l'entreprise et les citoyens n'aient plus affaire en direct à l'administration. Il faut que ça passe par le digital. C'est là où on va retrouver aussi le renforcement des instances de régulation. D'accord ? Pourquoi? Parce que parfois vous ne pouvez pas rentrer, parce qu'on fait exprès que vous ne puissiez pas rentrer. Parce qu'il y a des acteurs qui gagnent beaucoup d'argent et ça les embête de voir des gens qui vont venir chez eux. Et donc, un conseil de la concurrence fort, le conseil de la concurrence est là juste pour s'assurer qu'il y a une concurrence qui est normale. Une façon de s'assurer que la concurrence est normale, c'est que tout le monde puisse concourir. Et donc, c'est ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. Donc, s'assurer que ces barrières à l'entrée sont enlevées. C'est là où on a proposé quelque chose d'assez intéressant. Je vais en parler. La réforme de la justice, c'est là. C'est là où on a parlé, par exemple, du défenseur de l'entreprise. On a dit, comme beaucoup de choses au Maroc, si jamais moi je suis un entrepreneur, une petite PME, et j'ai un problème avec l'administration, à bout d'un certain moment, je ne sais plus à qui m'adresser. Donc il faut que je trouve peut-être quelqu'un qui, lui, est connecté, qui va m'aider. Et donc s'il y a un défenseur de l'entreprise, une vraie fonction qui se crée au niveau du Premier ministre, du chef de gouvernement, et qu'on puisse, avec des critères bien sûr, il ne faut pas que ça devienne n'importe quoi, mais puis qu'on puisse aller vers ce défenseur de l'entreprise pour qu'il puisse enlever ou vous aider à résoudre ces problèmes qui ne sont pas de votre tort, mais du tort de l'administration, on arriverait à avancer. Le deuxième volet, c'est le déficit de compétitivité, et donc c'est là où on parle de l'énergie, et
d'ailleurs, on va voir bientôt une annonce qui va être faite par le ministère de l'Industrie. Ils vont baisser les prix de l'énergie pour les industries. Pour l'industrie, c'est là où on parle je dirais du foncier, c'est là où on parle de la formation, d'accord? Très important, parce qu'un des coûts les plus importants, surtout dans tout ce qui est métier de service, c'est la ressource humaine. Et donc, si vous avez, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait de la formation qui soit drivée par le privé, d'accord? Financée par le public sous certaines conditions, etc. Le dernier point, ou l'avant-dernier, c'est l'accompagnement public qui est insuffisant. Et donc, ça, c'est juste ce qu'on a appelé, il faut réorienter les activités. Par exemple, si au Maroc, on donne beaucoup d'avantages aux gens pour faire de l'immobilier, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de l'immobilier. Si vous voulez qu'ils aillent faire des choses plus compliquées, il faut les aider à aller faire des choses plus compliquées. Donc, il faut les aider dans ce que les économistes appellent, je dirais, le coût de découverte. D'accord? Et donc, c'est l'État qui doit financer en partie, par des fonds publics privés par exemple, avec, je dirais, en prenant une part du capital pour aller explorer de nouvelles industries. C'est ça un peu l'idée qui est dans ce point-là, ce qu'on appelle les instruments de financement de la diversification. La commande publique peut aussi jouer un rôle très important, et enfin le crédit impôt recherche. Et le dernier point, franchement, je ne vais pas aller là-dessus, c'est le cadre macroéconomique. On peut avancer. Alors, les Marocains du monde. Alors, je vais rentrer un peu plus dans je dirais, dans cette thématique-là, mais j'ai déjà beaucoup parlé, en fait. C'est-à-dire, dès le début, j'ai dit, les Marocains du monde étaient partie prenante à part entière, comme tous les autres parties prenantes, pour élaborer le modèle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point dont j'ai parlé des problématiques que nous avons au Maroc. Même si vous ne les vivez pas ici, quand vous rentrez, vous les vivez, vos familles qui restent là-bas les vivent, et donc vous êtes impliqués là-dedans. Troisième des choses, j'ai parlé des opportunités, et les opportunités, elles sont ouvertes à tout le monde. Maintenant, si je rentre un peu plus dans le détail, on a fait un peu un état des lieux, un diagnostic. Qu'est-ce qu'on a dit? Première des choses, quand même, il y a un dispositif institutionnel qui est dédié aux affaires des Marocains du monde, ce qui n'existe pas dans chaque pays. Nous avons le ministère, nous avons le CCME, nous avons la Fondation Hassan II. Alors après, on peut être absolument, je dirais, positif, absolument négatif, entre les deux, par rapport, je dirais, à l'efficacité de chacun de ces dispositifs, mais ces dispositifs existent. Déjà, c'est la première des choses. Et donc, quand ils existent, franchement, moi, je les connais un peu, puisque j'ai été impliqué parfois dans différents projets. Il y a des choses qui se passent bien. Il y a d'autres choses qui se passent moins bien, mais il y a des choses qui se passent bien. Est-ce qu'on est là où on doit être? La réponse est non. Il faut qu'on travaille encore pour, je dirais, améliorer tout cela. Deuxième des choses, c'est que les Marocains doivent être fiers de la communauté marocaine à l'étranger, des Marocains du monde, parce que vous êtes de plus en plus diversifiés. Le taux, j'ai regardé ça, plus de gens, si en proportion, les Marocains du monde ont leur baccalauréat plus que les Marocains qui restent dans le pays. C'est une population qui est à moitié femme, moitié homme, une population qui est jeune, et une population où le niveau d'éducation et de formation en nette amélioration. Alors, après je reviendrai sur les difficultés. Le transfert des Marocains du monde reste essentiel, je dirais, pour les équilibres macroéconomiques du Maroc. Merci. C'est à peu près 7% du PIB, c'est à peu près 70 milliards. L'année dernière, on est monté à 92 milliards. Personne n'a compris pourquoi. Mais bon, peut-être qu'il y avait eu un appel, je dirais, à la solidarité qui était plus important à cause du Covid. Et c'est grâce à ces transferts que nous avons un compte courant qui est équilibré. D'accord ? Nous avons une balance commerciale qui est extrêmement déséquilibrée, mais nous avons un compte courant qui est équilibré grâce à tout ce qui est recettes tourisme et Marocains du monde. On peut avancer, s'il vous plaît. Maintenant, qu'est-ce qui ne marche pas? Première des choses, la gouvernance éclatée. Donc, et ça, franchement, si ça peut vous rassurer ou vous consoler plutôt, c'est la même chose partout. D'accord? Dès que vous avez plusieurs institutions, ça se parle pas suffisamment.
Et donc, on a des problèmes de complémentarité, des problèmes de coordination, des chevauchements de, je dirais, de prérogatives, etc. Mais comme je disais, je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais ça peut vous consoler, c'est dans différents domaines, c'est la même chose. Deuxième des choses, c'est que il y a des politiques publiques qui sont peu adaptées aux attentes, que ce soit au niveau de l'offre culturelle, d'accord, qui est vraiment restreinte à quelques éléments du capital immatériel, que ce soit l'offre de produits bancaires qui sont insuffisamment adaptés, surtout, je dirais, à cette jeunesse, je dirais, des Marocains du monde. Troisième point de faiblesse, c'est la faible valorisation de l'apport des MDM, que ce soit au niveau de la limite de la mobilisation des compétences, que ce soit en avis de l'investissement, par exemple, d'accord, que ce soit le transfert des MDM en investissement. Et le dernier point, c'est la communication. Et encore une fois, prenez la marque Maroc, par exemple, sur des produits. Là aussi, on ne communique pas bien. D'accord. Et donc, ça ne m'étonne pas. Donc, on a une communication qui est éparse, irrégulière, non assortie de suivi et d'évaluation, etc., etc. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, même le site web, les sites web dédiés, je dirais, aux Marocains du monde, ne sont pas actualisés et peuvent avoir des informations contradictoires. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on va s'assurer que les Marocains du monde vont être intégrés pleinement dans le développement du Maroc. Et nous avons proposé 4, je dirais, piliers qui sont en miroir des défaillances dont je viens de parler. D'abord, l'efficience et l'efficacité du dispositif institutionnel. D'accord? Alors, donc, comment on s'assure que ces gens parlent mieux entre eux? Comment on s'assure que les dispositions constitutionnelles, pardon, à vous, mais la Constitution a promis beaucoup de choses qui n'ont pas été impliquées par rapport à votre implication dans la vie politique du Maroc. Et surtout, le système d'information, d'accord, un système d'information fiable sur les MDM, surtout pour les connaître et améliorer le ciblage des politiques qui leur sont dédiées. Et là aussi, je vous dis, c'est que vous n'êtes pas les seuls à souffrir de ce genre de problématiques. Le deuxième pilier, c'est la mobilisation des compétences du Maroc au service du rayonnement du Maroc. Et donc, le transfert des compétences et savoir-faire. Nous avons des gens qui sont extrêmement pointus et qui peuvent vraiment nous aider aujourd'hui dans différents domaines. Vraiment des points pointus, s'il vous plaît. Non, juste avant. La mise à contribution des profils hautement qualifiés pour les projets de développement. Et enfin, la connexion au réseau international. C'est-à-dire demain, chaque Marocain du monde est un ambassadeur, d'accord, vis-à-vis de ces réseaux. Dernière slide. L'accessibilité aux opportunités d'investissement au Maroc. En fait, c'est un peu pour ça que je voulais vous laisser cette slide où on reprenait toutes les opportunités, mais ça doit être fait d'une manière systématique. C'est pas moi qui viens, qui suis invité chez vous ici, qui parle d'investissement et d'opportunités. Il faut qu'il y ait, que ce soit inscrit, si vous voulez, dans la communication qu'on doit avoir avec vous et que quelqu'un s'en charge d'une manière, je dirais, continue, et qu'ensuite, on puisse vous accompagner, d'accord, pour réaliser ces investissements. Alors, on ne va pas faire, franchement, un bureau dédié aux Marocains du monde, mais si on améliore l'investissement d'une manière générale, donc s'il y a un défenseur de l'entreprise, s'il y a un bureau unique, il y a les bureaux uniques avec les CRI, il y a cette réforme des CRI qui marche bien, donc je vous invite franchement, pour ceux qui vont dans les territoires, à passer par le CRI si vous avez des projets d'investissement, ça marche bien, d'accord? Et donc, les produits financiers adaptés aussi. Et enfin, le dernier point, c'est la consolidation des liens immatériels. Donc, cette offre culturelle, d'accord, qui est axée sur le soft power du Maroc, comment on peut recourir aux outils digitaux, donc les plateformes, e-learning, en cours de langue, pour les cours de langue arabe et amazigh, d'accord, parce qu'il y a des gens qui demandent ça, l'héritage culturel, les événements socioculturels. Et ce qu'on a proposé, nous, concrètement, c'est une agence marocaine de l'action culturelle à l'étranger, pour fédérer les efforts des différents acteurs. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.